V-Voice, en direct de Vivendi, partenaire de la journée européenne en faveur d'un Internet plus sûr pour les jeunes. V-Voice, suite et fin en direct et en public dans les locaux de Vivendi à Paris à l'occasion de cette journée de l'Internet sans crainte. Une dernière table ronde qui invite les jeunes à parler d'eux. On va parler d'esprit critique en ligne, la parole en jeunes. Vous allez me dire enfin, bah oui, bah voilà, on y est. Il est l'heure. Quelle heure est-il d'ailleurs au passage? Voilà, il est midi, c'est l'heure des jeunes. C'est tout à fait normal. Ça me semble assez logique. On va parler donc de Internet, comment devenir acteur de la vie politique, culturelle, médiatique, comment devenir acteur de sa vie tout court. Est-ce qu'on peut passer par Internet pour cela? On en discute avec autour de la table Octave Nitkowski, lycéen, vous avez 16 ans je crois, ou peut-être 17, 16 ans, et vous êtes blogueur pour Libération notamment. C'est ça. Très bien. Claudine Chélino, fondatrice de la Journée nationale des jeunes. Bonjour. Bonjour. On va en parler tout à l'heure. Marie Camier de l'association G-d'encre, association nationale pour la promotion de la défense de la presse d'initiative jeune. Bonjour. Bonjour. Et puis par téléphone, ils sont là, Océane Grégoire et Clément Ségu, donc des jeunes lycéens passionnés de radio. Et d'ailleurs, il y a une radio dans leur lycée. Bonjour. 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 Ah, très bien, on vous retrouve tout à l'heure. On va commencer avec vous, Octave Nitkowski, donc lycéen, 16 ans. La campagne présidentielle, c'était il n'y a pas si longtemps, vous a révélé comme blogueur originaire, et j'allais dire conteur de la vie politique d'Hénin-Beaumont. Il faut dire qu'il s'en est passé là-bas pendant cette élection présidentielle. Vous êtes dingue de presse, comme le dit Libération.fr. Alors racontez-nous comment finalement tout a commencé pour vous, cette belle histoire. J'ai toujours eu l'envie de créer un blog politique pour exprimer ce que j'avais à dire, et donc ce sont véritablement l'arrivée de Jean-Luc Mélenchon dans le bassin minier à Hénin-Beaumont comme candidat pour les législatives de 2012 qui a concrétisé mon projet d'écrire un blog. Et donc c'est dans ce contexte que j'ai créé un blog pour relater et chroniquer les événements dans le bassin minier, pour offrir une information authentique au plus près de l'actualité de la circonscription en fait. Excusez-moi, c'est un peu bizarre quand on parle aux jeunes de politique, où ils s'endorment, où ils s'ennuient, où ils hurlent. Mais généralement la réaction politique à adolescents, on est un petit peu, ça nous intéresse, mais on peut pas voter. C'est un peu gênant. D'où elle vient? Est-ce que vous savez d'où elle vient cette passion? Parce que c'est une passion quand même. Pour la politique, je sais pas. Ouais. C'est naturel. Pour moi, c'est naturel. Ouais. Je sais pas comment l'expliquer. Et pourtant, vous ne votez pas. Enfin, non, toujours pas. Mais justement, on peut être frustré comme moi quand on s'intéresse à la politique à 16 ans de ne pas pouvoir voter. Je sais que certains proposent le droit de vote à 16 ans. C'est un autre débat, ça. On peut aussi. Pourquoi pas le demander sur Facebook, Twitter, on peut faire ça. Et donc non. Et puis c'est l'occasion de participer à la démocratie d'une autre façon, en fait, de par De par le blog, de par le fait de s'exprimer. Ça. Vous avez même révélé, alors là, vous avez shippé un truc à mes confrères journalistes. Vous avez même shippé un scoop. Vous avez trouvé un scoop, le faux tract FN produit par le FN qui aurait été de Jean-Luc Mélenchon. Et du coup, vous avez été connu. Oui, c'est ça qui m'a véritablement révélé sur la scène médiatique, disons. Donc oui, c'était une bonne expérience d'être confronté comme ça pendant une période au cœur de l'actualité, vivre au rythme des événements. C'était une expérience positive, oui. Est-ce qu'aujourd'hui ça continue? Oui. Donc je ne fais plus l'analyse politique. C'est Libération qui m'a proposé de tenir un blog pour donner la parole aux habitants d'Hénin-Beaumont, loin des clichés, loin du brouhaha médiatique qui a pu poser problème dans les débats à Hénin-Beaumont. Donc voilà, c'était un autre blog. Fadila? Oui, nous parlons de parole. Et justement, je voulais rappeler en fait aux auditeurs, surtout ceux qui viennent de nous rejoindre, que ils peuvent poster en fait, publier une question, soit sur le site directement par un commentaire, soit sur Internet, donc via Twitter, en utilisant les mots dièse V-Voice. Ce fameux mot dièse. Finalement, très vite intégré dans les mœurs. Évidemment. Petite question, Octave, vous boudez Facebook, vous préférez Twitter? Oui, c'est ça. Pourquoi? Je boude Facebook. Je trouve que c'est pas. C'est nul, Facebook, c'est déjà nul. c'est has-been. C'est déjà c'est ça. Non, mais je trouve que Twitter est un outil qui est plus ouvert sur le monde. Sur Facebook, on reste dans l'entre-soi. Même si c'est un réseau qui a pour vocation d'être ouvert, il est c'est plus fermé. Et puis je pense que le débat politique n'a plus trop sa place sur Facebook. Et puis maintenant, il y a eu le débat politique est véritablement inscrit dans l'ADN de Twitter, et c'est ça qui
qui est intéressant. En tout cas, c'est ce que vous, Oui, c'est ce que vous ressentez, ressens, c'est ce que vous ça. pouvez voir. Bon, on va parler de témoignages d'autres jeunes, de jeunes ambassadeurs du PAN Youth. L'un est portugais, l'autre irlandais. Vous allez écouter son témoignage. C'est Joao et Mathieu. Ces dernières années, je me suis engagé pour un projet européen pour la sécurité d'Internet. J'ai commencé comme étudiant à prendre part à un débat national et maintenant j'écris des articles de blog. Et je suis un des ambassadeurs Vivendi du PAN EU Youth. Pour moi, il est très important de partager nos questions de jeunes, les alerter, mais aussi contribuer avec ma propre expérience pour éloigner les jeunes des dangers d'Internet. Écouter les jeunes est devenu si crucial. Comme par exemple, moi, je participe au PAN EU Youth en Irlande depuis seulement 2 ans. Voir à quelle vitesse tu peux attirer l'attention quand les personnes s'intéressent à toi, à ce que tu as dit sur l'Internet. On est fiers d'avoir la parole et cela nous motive d'échanger encore plus sur les problèmes au lieu de les bâcler. Voilà, Marie Gamias de l'association GEDANCRE, Association nationale pour la promotion et la défense de la presse d'Initiative Jeunes. Est-ce que les jeunes, enfin, sont plutôt intéressés par faire leurs médias comme Octave, voilà, être leur propre média? Est-ce que ça les préoccupe? Est-ce que ça les intéresse? Alors oui, en fait, au-delà du média Internet, on a déjà des jeunes qui font beaucoup de journaux scolaires ou des journaux dans leur structure d'accueil de vie dans les quartiers, les villes. Donc c'est pas un phénomène nouveau. On a un net glissement aujourd'hui vers des formats qui sont sur le net, bien sûr, mais ils sont pas aussi automatiques qu'on aurait pu l'attendre parce qu'il y a beaucoup moins le côté collectif que peut créer le journal papier, parce que quand on fait du papier, on va faire une réunion de rédaction, on va essayer d'aller imprimer tous ensemble. Enfin, il y a des moyens logistiques qui doivent être mis en place collectivement, ce qui n'est pas le cas du blog. Par contre, après, on peut créer des structures pour créer cette collectivité. Et c'est nous ce qu'on a fait l'an passé avec l'expérience 2012 est à vous, les jeunes blogs La Présidentielle, un blog que j'animais avec l'association GEDANCRE, l'association AnimaFac et l'étudiant.fr. Avec des partenaires médiatiques. Et ça se passait comment, enfin, ouais, c'est-à-dire dans les faits? Alors en fait, on recevait des contributions de la part de personnes qui étaient intéressées, des jeunes de 15 à 25 ans. Et ça a vraiment bien marché contre toute attente, parce que c'est vrai que c'est une niche en fait, la parole des jeunes, et encore plus la parole des jeunes sur Internet. C'est difficile de pas tomber dans ce que j'appelle le vide intersidéral du web, parce que... c'est quoi le vide intersidéral du web? En fait, il y a toutes les questions de référencement et de relais médiatique. Et à partir du moment où on n'est pas relayé comme Octave par exemple, par un journal comme Libération ou par un journal comme Le Monde, à partir du moment où les médias ne s'intéressent pas à la parole des jeunes, on se retrouve très vite, comme le disait Octave aussi, dans l'entre-soi. Et c'était le gros risque qu'on prenait avec ce blog, et on a quand même réussi à le faire sortir de cette sphère-là, du sphère de la jeunesse et des professionnels de la jeunesse. On a réussi à avoir, alors là j'ai les chiffres, 224 contributions pendant 6 mois, 140 contributeurs, donc des jeunes, des étudiants ou des jeunes actifs qui étaient juste passionnés par la politique ou qui avaient simplement leur mot à dire, leur réaction à donner. Ça pouvait être aussi des billets d'humeur très courts sur un sujet d'actualité. Et ça a créé du débat, puisqu'on a eu 1660 commentaires tout au long du blog. Donc, non, ça a été un vrai succès. Ce qui est étrange, c'est qu'on aurait pu penser qu'Internet n'allait pas faire comme les autres médias, c'est-à-dire les jeunes, on en entend peu parler de leur vie, si on regarde les grands médias généralistes. Enfin, je parle ne serait-ce que peut-être du jeu vidéo, même s'il est décrié, entendre parler du jeu vidéo dans les grands médias... c'est quasiment le grand néant. Si on parle de leurs loisirs, je veux dire, on n'a pas grand-chose. Et ce que vous nous dites, Marie, c'est que c'est un peu la même chose alors sur Internet. Oui, tout à fait. Enfin, les jeux vidéo, même, on n'en parle que quand il y a des tueries et on les met en rapport avec l'addiction aux jeux vidéo. C'est juste terrible comme vision. On en a très peu parlé, mais pour moi, c'est aussi un enjeu de l'éducation aux médias. Et du coup, j'ai oublié votre question. Non, je disais que j'étais très étonné par le fait que ce soit la même chose que dans les médias traditionnels et que finalement, Octave, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve qu'il est vraiment regrettable que l'image des jeunes soit presque inexorablement empreinte de ces clichés-là. En fait, le jeune est forcément un déviant, le jeune est forcément fainéant, le jeune est forcément délinquant. Et donc, moi, mon combat aussi à travers ce blog, c'est non seulement d'offrir une information de qualité, mais aussi
combattre ces clichés-là. Claudine Chelino, vous êtes fondatrice de la JNDJ, la Journée nationale des jeunes. Alors c'est quoi la Journée nationale des jeunes? Eh bien, justement, on vient de le dire, c'est pour mettre fin à ces paradoxes entre adultes et jeunes. C'est pour valoriser enfin une jeunesse porteur d'espoir, puisque c'est notre avenir, hein, qu'on le veuille ou non, c'est eux qui vont faire la société de demain. Donc pour leur donner la parole. Et puis c'est aussi pour valoriser tous ceux qui ont des actions en faveur des jeunes, qui ont des outils concrets et qui, par manque de lisibilité ou de médias, ne sont pas connus par les jeunes. Et c'est quand même dommage. Donc voilà, c'est un rendez-vous annuel entre la société civile et les jeunes. Et nous voulons aussi, effectivement, cette parole est très importante. On a lancé un site internet qui s'appelle soisjeune.com et qui veut aussi mettre fin à ces clichés, montrer que les jeunes ont des choses à dire et qu'ils peuvent s'exprimer en toute liberté. Voilà. Et donc concrètement, lors de cette journée, on propose des colloques, des débats, mais aussi une journée porte ouverte dans le monde professionnel pour que les jeunes sachent qu'est-ce que le monde qui les entoure pour mieux y prendre leur place. Voilà. Ils sachent ce que c'est le monde professionnel parce qu'on nous apprend pas. Voilà, non, mais qu'est-ce que la société civile? C'est quoi? Voilà, on va. Qu'est-ce que la société civile pour y prendre sa place? Mais vous êtes d'accord? Il y a finalement une étrange similarité entre les médias traditionnels et les nouveaux médias qu'on aurait pu penser alternatifs, un peu plus jeunes, un peu plus ouverts à leur esprit, et que finalement, non, finalement, Internet n'est pas si, j'allais dire entre guillemets, jeunes que ça, en tout cas. C'est toujours pareil, mais Marie a entièrement raison. Hein. C'est difficile, et même je le vois aussi pour la JNDJ. Si on n'est pas soutenu par vraiment des médias, la parole des jeunes est souvent, on ne sait pas trop comment s'y prendre, surtout sur des sujets de fond et sur des sujets qui les concernent. Pour rentrer vraiment dans des sujets qui sont porteurs de sens, nous on le ressent, c'est vraiment difficile. Prochain débat, comment vraiment donner cette parole et que les jeunes se l'approprient aussi. Hein, donc, elle est à eux, donc s'ils veulent s'exprimer, qu'ils le fassent. Justement, voilà, vous venez de le dire, si vous voulez vous exprimer, n'hésitez pas à le faire dans la salle. Fabrice est là avec son micro, et puis vous avez le droit de désobéir à votre professeur et de poser vos questions hors des papiers et de la préparation. Je veux dire, vous êtes en toute liberté, on vous défendra. On va parler à Océane Grégoire et Clément Ségu, jeunes lycéens passionnés animateurs de Radio Mix, une radio étudiante. Bonjour. 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 Justement, expliquez-nous, c'est quoi cette radio? Alors cette radio, elle a été créée en octobre 96 à la demande des étudiants. Et c'est pour découvrir le métier d'animateur et de journaliste et pour découvrir le langage radiophonique. On est avant tout une radio traditionnelle et avant une web radio parce qu'on met toutes nos émissions en ligne. La majorité de nos émissions exceptionnelles, on les met sur notre site. Et on est une radio locale autorisée par le CSA. D'accord. Alors, ça a été à votre demande, mais j'allais dire, qui est le rédacteur en chef, qui est le directeur de la publication? C'est-à-dire, est-ce que vous avez toute liberté? Est-ce que ça se discute avec les profs référents? Enfin, bref, vous voyez ce que je veux dire? Quelle est votre part de liberté là-dedans? On a toutes les libertés. On peut faire nos émissions nous-mêmes, mais on a des professeurs qui sont avec nous, qui nous aident à écrire. Et puis surtout les professeurs encadrants et qui nous motivent pour créer des émissions, etc. Et de quoi vous parlez? Est-ce que vous parlez de politique comme Octave ou Marie ou pas du tout? Non, justement, on a différentes émissions. On a plusieurs émissions. Moi, par exemple, je ne présente pas du tout une émission politique. C'est l'horoscope, donc c'est rien à voir avec la politique. Plutôt l'horoscope alors donc. Voilà, l'horoscope. Il y a le plutôt journal qui permet d'avoir toutes les informations tous les jours à 13h. On a Projecteur. Moi, je présente Coup de projecteur où je présente les sorties des nouveaux films. Voilà. En fait, il y a différentes émissions. En fait, il y a le sport. On est polyvalent. On peut faire plein de trucs en même temps. Radio généraliste. Une radio plutôt généraliste. Mais pourquoi vous octroyez pas le droit de parler à la politique? Je cherche pas la petite bête, mais est-ce que même des sujets sociétaux qui vous concernent, est-ce que vous voulez traiter, ou voilà, c'est un peu plus, on fait un peu comme les grands et on parle d'horoscope, de sport et de cinéma? En fait, on pense qu'on va faire
On va pas parler de politique parce qu'en fait, on est une radio étudiante. La majorité des animateurs sont des élèves. Et puis, bon, je ne voudrais pas contrarier Octave, mais on ne s'intéresse pas tous à la politique à 16 ans. Bah, à contrario, Octave, lui, s'intéresse beaucoup à la politique. Marie également. On peut faire des médias sans parler de politique. C'est un peu... Après, Marie, on peut en parler. Oui, on peut parler de politique pendant les infos. Voilà, sans non plus donner sans s'étaler. Enfin, on va en parler, mais sans non plus approfondir les connaissances. Oui, vous êtes dans un apprentissage du métier, de comment on parle aux gens, etc., etc. Est-ce que vous la sentez? On a parlé de défiance tout un peu ce matin, de la défiance des plus jeunes, d'ailleurs du reste de la société, envers les médias, les journalistes. Alors je dirais pas le tous pourris, mais enfin bon, ils disent pas vraiment la vérité ou s'intéressent pas vraiment à nous. Comment réagissent les étudiants à votre écoute? Est-ce qu'ils sont plutôt bienveillants? C'est ce que je veux dire. Est-ce qu'ils sont plutôt gentils, sympas? Oui. Il n'y a pas de souci avec ça, non? Ils sont tous très... Non, c'est pas pour chercher le souci, mais quel est le rapport? Est-ce qu'ils disent vous êtes journaliste? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous êtes journaliste? Est-ce que je me méfie ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, confiance. En fait, on peut les croiser dans la rue, puis nous parlerons comme des gens normaux. On est des jeunes. Voilà, on est des jeunes comme eux, et puis on est des jeunes lycéens qui font juste une activité extrascolaire, et puis... C'est notre passion également, donc voilà. Marie-Camille, vous voulez rajouter? Peut-être voulez-vous le point de vue de l'adulte, du directeur d'antenne, parce que c'est une radio où... Monsieur le directeur d'antenne, est-ce que vous pouvez vous présenter et donner votre point de vue? Alain Enjolras, donc cette radio, donc j'en suis un petit peu le coordonnateur depuis bientôt plus de 17 ans. Et c'est vrai qu'au départ, les jeunes voulaient faire de la radio, ils voulaient un média qui exprime les préoccupations des jeunes. Alors, tant en termes de format musical qu'en termes de chroniques étudiantes, de bons plans pour réussir ceci, cela. Et très vite, on s'est joint à eux parce qu'on voulait faire quelque chose qui ait du sens. Alors bien sûr, le sens, c'est pas forcément à travers des émissions politiques. Les seuls qu'il y ait, c'est par exemple lors des élections. On voit défiler les candidats qui viennent exposer leur programme, on les soumet aux questions. Mais c'est à travers des chroniques, un petit peu à des chroniques à la France Info de 3-4 minutes, ça porte sur l'économie, sur le cinéma, sur la santé, sur des tas de choses. Et je crois qu'on constate que les jeunes qui sont dans notre radio, une quarantaine, ne sont pas portés sur l'analyse politique. Ils nous arrivent vierges, ils découvrent des choses qu'ils ignoraient, quoi. Et c'est un des apports de cette radio de leur permettre de s'intéresser à la vie publique et plus tard à la politique. Alors, combien s'intéressent vraiment à la politique et sont des octaves en puissance? Je crois que sur 40, c'est 5-6, pas plus. Hein. Oui, mais pourquoi pas? Mais enfin, ils sont quand même là et c'est vrai qu'on les entend peu. Donc, merci pour cette initiative. Oui, dites, pour conclure. Donc, nous, c'est les valeurs de l'école républicaine, de la laïcité. Donc, si on fait une émission à caractère politique, on peut. Nous sommes dans une ville, ça ne vous échappera pas, c'est Orange. Donc, on pourrait développer des émissions très animées parce que tout à fait. Les tendances politiques sont forcément très antagonistes. Voilà pour ces précisions. Merci beaucoup en tout cas et bonne continuation à vous trois. Fadila? Oui, avant de nous quitter, Olive veut tout savoir. Où est-ce qu'on écoute cette radio? Comment fait-on? Est-ce qu'il y a un programme? Sur Internet. On a un site Internet Donc c'est Mix la radio étudiante. Vous tapez Mix la radio étudiante dans la barre de recherche Google et puis c'est le premier site et il y a un petit message quand on ouvre la page où il est marqué écoutez Mix en direct sous une petite antenne. Ou sinon, si vous êtes proche d'Orange, vous pouvez l'écouter sur le 89.5 qui est la fréquence sur laquelle on émet. Oui, c'est www.radio-mix.com pour aller sur le format web radio. Et nous avons des podcasts qui vous permettent de voir ce qu'on fait à travers... Et notamment, on fait des émissions Génération Connexion sur les expériences Internet que mènent les jeunes et on en tire des enseignements et des analyses. Merci à vous en tout cas, on vous retrouvera et puis on ira goûter avec curiosité à cette radio étudiante. Merci à vous d'avoir participé je le rappelle, d'Orange, d'avoir participé à V-Voice ce matin. Marie-Camille, vous vouliez rajouter, c'était peut-être sur un point qui était un peu plus tôt, mais vous vouliez rajouter une chose. Justement, par rapport au traitement des sujets politiques par les jeunes, on a ce cliché de penser que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique, mais moi je pense qu'ils s'y intéressent, mais différemment. C'est-à-dire que au premier tour, moi j'ai entendu dans le RER à plusieurs reprises des jeunes
jeunes qui disaient mais t'as vu le score de Marine Le Pen? Et ils étaient extrêmement choqués. Alors c'est pas une analyse politique approfondie comme on peut l'entendre dans les médias ou dans les discussions de famille parfois, mais il y a quand même des discussions qui se font dans les petits groupes et qui sont forcément pas identifiées par la société française. Oui, alors déjà qu'on les entend pas, alors dans le RER, dans les médias traditionnels, je pense que dans le RER, on les entendra. C'est vraiment une expérience pérenne. Mais vous avez raison, effectivement, ils réagissent quand même à ce qui se passe à la télévision, et j'imagine qu'ils doivent en discuter, hein, c'est ça, en famille ou ailleurs. Je crois qu'on a une réaction dans la salle, Fabrice. Oui, oui, avec une question de Rida du lycée Turgot. Salut Rida. J'ai écorché le prénom peut-être. Rita, autant pour moi. Rita, je te passe le micro. Je voulais demander, si par exemple un jour on décide de supprimer un compte sur un réseau social, est-ce qu'il est possible qu'il reste des traces par la suite? La question est vaste parce que ça dépend des réseaux sociaux. Généralement, oui, parce que sur Google, enfin à moins que quelqu'un, Clonie Chelino, oui, parce que dans le cache, enfin c'est un peu technique, mais dans le cache de Google, je parle bien de Google, il existe, j'allais dire, toutes les traces possibles et inimaginables de ce que vous y avez fait, même si la page a été supprimée. Même s'il supprime facebook.com, ce qui n'arrivera pas, je pense, vous l'éliminez, vous retrouverez les traces sur Google, dans ce qu'on appelle le Google Cache ou sur le cache d'Internet. Donc effectivement, il est déjà très difficile sur Facebook, je crois quasiment impossible, de détruire son compte. Je dis bien de détruire, hein, de le passer à plus rien, vous n'apparaissez plus. Il est possible de créer son compte, il n'est plus possible de l'éliminer. Sur Twitter, je suis pas bien au courant, mais je pense que c'est très difficile. Là, ça devient surtout de plus en plus difficile parce qu'il y a des outils qui permettent de tout effacer, mais comme Google a aussi indexé, je pense, la grande question concernant en fait tout cela, c'est la mémoire. On ne sait pas où elle se retrouve. En tout cas, on sait juste une chose, c'est qu'elle est dispatchée entre plusieurs intervenants, je dirais, quelque part. Voilà, donc pour ce qui est de la réponse, désolé, on est peut-être pas très précis, mais enfin, ce qui est sûr, c'est que le droit à l'oubli sur Internet, oubliez-le, quoi. Enfin, pour l'instant, Internet n'oublie rien. Si vraiment on veut, Internet n'oublie rien du tout. Donc, une chose publiée, vous croyez que c'est privé, même si vous avez 3 amis sur Facebook, c'est public. Internet sans crainte. Voilà, mais c'est pas pour vous faire peur, c'est juste pour le savoir. Hein, voilà, donc rien, j'allais dire quasiment rien n'est privé. C'est très difficile de faire du privé avec Internet. Est-ce qu'on en discute, Octave, autour d'Internet, justement l'Internet, de la crainte d'Internet, mais aussi de l'opportunité, des opportunités que ça offre. Est-ce que vous en discutez? Oui, mon action au sein du blog sur Libération crée du débat autour de moi, non seulement d'un point de vue politique, mais aussi d'un point de vue de nouvelles méthodes de formation, puisque les jeunes sont avec leur smartphone, lire les actualités plus facilement. Tout cette... Dans les commentaires, il y a beaucoup de commentaires, on discute avec toi de comment ça s'est passé, comment tu fais ça, effectivement. Donc, oui, donc j'ai l'impression que ça facilite l'accès et à l'information que tu donnes, donc l'information générale de toute façon, avec les applications sur les etc. Ça. Fadila, des réactions? Oui, non, mais c'est une question personnelle que j'avais envie de réagir. Est-ce que justement toute cette initiative de créer ce blog et puis de créer finalement d'avoir une relation avec les médias a généré d'autres projets à Hénin, par exemple? Oui. C'est secret pour l'instant. D'accord. Non, mais est-ce que justement c'est juste de savoir s'il y a aussi besoin finalement d'être en collectif pour qu'il se passe aussi quelque chose? Pas nécessairement, parce que je pense qu'Internet a développé on n'a plus besoin d'être ensemble pour faire quelque chose. On peut faire quelque chose d'un point de vue individuel, mais il y a aussi, je connais d'autres sites de jeunes qui ont aussi un espèce de réseau de jeunes journalistes qui ont envie de prendre la parole et de commenter l'actualité. Donc c'est à la fois les deux. Claudine Chelino, pourquoi y avait-il besoin finalement d'une journée nationale des jeunes aujourd'hui, j'allais dire dans ce nouveau siècle? Est-ce qu'il y avait vraiment un besoin, une nécessité, et pourquoi?
Je pense que pour moi, ce qui était important, c'est, je pense que les jeunes ont des valeurs en eux qui méritent d'être mises en avant, mises en lumière. On les, comme je le disais, on les caricature beaucoup, et je trouve que si on veut une société de compétition, si on veut réussir, etc., c'est difficile de réussir demain en portant un regard négatif et ne pas encourager ces jeunes. Je trouve que c'est important que les adultes, les décideurs privés, publics, institutionnels, aient des messages mais hyper encourageants, valorisants, en faveur des jeunes. Comment aller de l'avant avec des jeunes qui sont pessimistes et qui ont une vision très dure sur l'avenir. Ils ont peur. Alors, je trouve ça difficile de véhiculer toujours cette peur. On a tellement d'autres... voilà, ils ont des idées, pourquoi ne pas les écouter? Ils ont envie de faire des choses différentes. Ils ont effectivement des maîtrises d'Internet que les adultes ont moins. Donc pourquoi ne pas investir sur leur potentiel, sur leur talent, pour construire ensemble une société de demain qui sera à leur image et non pas à la nôtre? Ils ont une image de la société qui n'est absolument pas celle que les acteurs privés ont. Donc, mais ces acteurs privés de la société, est-ce qu'ils sont demandeurs de ce genre de rencontres? Bien sûr. Oui, parce que ce sont des entreprises, par exemple. On a ce lien, cette journée porte ouverte entre les jeunes et le monde de l'entreprise. C'est une façon aussi de mieux connaître les futurs dirigeants de notre société, les futurs salariés. Donc, je sais que certains DRH se sont posé la question de dire si on s'adaptait plutôt aux jeunes plutôt que eux s'adaptent à l'entreprise, par exemple. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est des questionnements qui sont nécessaires et qui sont importants pour tous, tant dans le milieu professionnel que chez les jeunes. Fadila? Je lis en fait que des encouragements finalement parmi nos auditeurs. Hervé qui dit oui, ça fait même très plaisir d'entendre autant de créativité chez les jeunes. Jim qui nous dit qu'il faudrait que la parole des jeunes ait le soutien en fait des grands médias. Et puis moi je vais ajouter encore une autre question. Est-ce que finalement ce débat a évolué? Est-ce que c'est pas le même débat qu'on fait depuis toutes les décennies, toutes les générations? Oui, c'est vrai que... Pas notamment en France, alors est-ce que... après il faudrait pouvoir comparer, mais est-ce qu'on n'a pas un problème avec... Alors on a un problème avec la vieillesse, puis on a un problème avec la jeunesse en France. Donc, la jeunesse fait peur. Il y a un écart d'âge qui est assez limité pour qu'on soit in, quoi. Mais on est très vite out. Oui, écoutez, peut-être que ce dialogue, la Journée nationale des jeunes, qui aura lieu le 29 novembre 2013, porte le thème national de transmission. Est-ce que on peut imaginer que justement il y ait cette espèce de gap entre les générations qui s'amoindrissent qui se réduisent, et puis moi je pense que la transmission est évidente, vitale. Les jeunes ont beaucoup à apporter entre guillemets aux vieux, et les adultes ont beaucoup à apprendre de notre jeunesse. Et d'abord, les adultes n'ont pas cette jeunesse, donc du coup c'est important aussi qu'ils retrouvent cette jeunesse et cette créativité, avoir l'avenir devant soi, quoi, pour tout oser, tout créer. Pourquoi ne pas donner aux jeunes la possibilité d'oser, de rêver et de rêver son futur? Donc c'est important. Marie Camier, vous voulez réagir? C'est important. Est-ce qu'il y a une espèce de frustration? Est-ce que ça peut naître une frustration, vouloir monter son organe de presse, son magazine, etc. Ou pas du tout? C'est juste, c'est frais et puis ça a l'air chouette, on y va, quoi. Je pense que c'est compliqué déjà de comprendre comment on peut se lancer dans le milieu médiatique, et pour ça il faut des clés. Il faut à la fois les clés, si on veut le faire sur Internet, il faut les clés sur Internet, mais il faut aussi des clés juridiques et bien connaître tous les codes qui régissent cet univers. Et c'est en ça que il me semble très important qu'il y ait à la fois un accompagnement et que toutes ces informations se trouvent elles-mêmes aussi sur Internet et soient accessibles à tous.
Mais peut-être, pour revenir sur la question des générations, il y a une étude qui est sortie il y a quelques jours, une étude via Voice, Libération et AnimaFac, qui relève que 50% des jeunes pensent qu'il existe un conflit entre les générations. Et je pense que... C'est tout. C'était pour rire. Je pense qu'il y a un enjeu justement dans l'éducation aux médias pour réunir ces générations, comme on le disait tout à l'heure, au niveau de la transmission. Pour que les jeunes expliquent beaucoup plus aux personnes plus âgées comment tout ça fonctionne, et inversement. Oui, et puis mais c'est souvent dit par des chercheurs que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que les plus jeunes ont quelque chose à apprendre aux plus anciens. Ouais. Normalement, le savoir n'allait pas dans ce sens-là, et on se retrouve pour la première fois, mais c'est pas que la France, hein, dans une situation, ma foi, assez particulière, c'est-à-dire qu'on peut apprendre aux plus anciens, bah voilà, ça marche comme ça, etc. Et peut-être même créer un dialogue. Finalement, 50%, ça me paraît assez peu. Les conflits de génération, il en existe depuis le début de l'histoire de l'humanité. Enfin, ça va avec les êtres humains. Octave, toi, c'est né d'une frustration, la volonté de créer un blog. Il se trouve qu'il était politique, il se trouve qu'il racontait la vie au quotidien, au sociétal. Mais est-ce que c'est né d'une frustration ou juste d'une envie? D'une envie. J'étais pas frustré parce que j'étais déjà, à l'époque, assez suivi sur Twitter. Et donc, j'étais déjà, on peut dire, relativement bien écouté et entendu par ceux qui voulaient mon avis. Mm-hmm. Mais non, l'idée de créer ce blog est plus venue d'une envie d'informer, Aujourd'hui, je sais pas, à quoi tu rêvais quand tu as monté ton blog? À quoi tu rêvais que de faire comme métier? À quoi tu te destinais? Est-ce que tu rêvais d'être journaliste déjà? Non, pas nécessairement, non. Et aujourd'hui? Non plus. Pourquoi? Mais il y a plein de gens, ça fait rêver. Pourquoi toi là, du coup? Oui, parce que même moi, en le faisant, je considère plus ça comme un loisir à part, comme quelque chose qui est détaché de l'activité professionnelle, en fait. C'est ça aussi qui fait ma spécificité, j'ai envie de dire. Beaucoup de journalistes, beaucoup d'envie d'être journaliste, Marie, justement, c'est ça qui est très contradictoire, c'est que par exemple dans l'association Jet d'encre qui promeut la presse d'initiative jeune, et donc on a beaucoup de ce qu'on appelle des journalistes jeunes qui font ça sur du temps bénévole, et eux ne veulent pas forcément devenir journalistes. On n'en a pas une majorité qui font Sciences Po et qui deviennent journalistes derrière. C'est simplement effectivement la naissance d'une frustration et d'avoir d'une envie de s'exprimer et de commenter l'environnement qui nous entoure. Oui, de le commenter. Alors, cette voix de prendre la parole, de devenir aussi média dans les médias. Fadila. Oui, réaction. Oui, Shogun 1 qui nous demande pourquoi une journée nationale des jeunes. Pour construire un navire à leur image, il faut les encourager à prendre la parole plutôt. Oui, cette journée appartient à tout le monde, à eux de s'approprier cette parole. Nous, on ne demande que ça. Est-ce que justement, il y a de nombreux espaces pour qu'ils puissent prendre? Alors, il y a un site fédérateur qui s'appelle donc jndj.org et qui donc fédère toutes ces actions. C'est un programme national et dans toutes les régions, on propose justement soit d'aller dans les collèges et les lycées, soit de recevoir des collégiens et des lycéens dans des établissements associatifs, entreprises, créer des fêtes. Moi, je rêve d'une journée du patrimoine versus jeunesse, que chacun puisse évidemment descendre dans la rue, montrer le potentiel des jeunes. Chacun est libre de s'approprier de cette journée. Il suffit de poster l'événement sur le site JNDJ et on pourra le mettre en avant. Dernière parenthèse de cette table ronde, il y a l'importance d'Internet et des réseaux sociaux dans les mobilisations sociales. Le printemps arabe était un exemple, on en a parlé il y a quelques minutes. Nicolas Doué est maître de conférence à l'université Paris 7. Il s'est intéressé aux cyberactivistes en Chine. Internet permet de maximiser ces trois ressources classiques des mouvements sociaux: le nombre, l'expertise et le scandale. Et je pense que c'est vraiment ça qui donne du poids aux mobilisations dans l'espace numérique. Les jeunes sont particulièrement présents en fait dans ces groupes de cyberactivistes. Différents exemples, c'est un blog qui porte le nom de Carte du centre de l'immobilier, à Bloody Map. Et donc c'est un jeune blogueur qui est basé à Pékin qui a décidé de créer un blog avec l'outil de Google Maps, et donc il a appelé à la collaboration des internautes pour dénoncer tous les cas de violence physique liés à des projets de développement immobilier. Et donc je trouve que ça fait aussi référence à une autre mobilisation d'un jeune blogueur chinois qui s'appelle Zuola,
Donc c'est en référence à notre Émile Zola national, mais aussi un footballeur italien. Et en 2007, il s'est fait particulièrement connaître parce qu'il a publié une photo d'une maison qui était rescapée d'un projet de développement immobilier, donc une maison clou. Elle a vraiment permis une première fois de porter ce sujet des impacts du développement immobilier urbain sur l'agenda politique chinois. Finalement, on aura beaucoup parlé de politique dans cette thématique esprit critique en ligne, la place aux jeunes. Effectivement, la place d'Internet dans ces mouvements, ça vous semble important, Octave, ou et même, j'allais dire, quasiment dans notre quotidien en France, j'entends. Attends, on n'a pas... Voilà, ça y est, micro. Compte tenu de l'abstention qui mine un peu cet électorat jeune, je pense que la société française a tout à y gagner en se plaçant sur le créneau d'Internet pour développer la mobilisation des jeunes. Non seulement déjà, rien que le fait de voter, c'est important. Puisque quand on entend déjà quelqu'un qui ne vote pas, c'est scandaleux. T'as pas l'air d'accord. Et cela résonne encore plus amèrement quand il s'agit d'un jeune qui n'a jamais encore voté. Donc oui, c'est important. Marie, c'est important dans les. Peut-être que vous avez fait d'ailleurs des reportages là-dessus, l'utilisation des réseaux sociaux par les jeunes pour les mobilisations. Mais ça se développe surtout dans le champ associatif étudiant, où on a un concept de hold-up. Moi, je connais une association par exemple qui s'appelle Make Sense et qui fait des hold-up créatifs sur Internet. Donc une page qui va être lancée pendant une journée pour une cause. Alors il n'y a pas très longtemps, c'était pour la libération d'un grand ponte indien dont je ne me souviens plus le nom. Et c'est une opération qui a très bien marché, ça a été retweeté énormément, il y a eu un événement Facebook, il y a une mobilisation qui peut être très dense, et justement parce que notre génération, je parle pour moi parce que j'ai 23 ans, notre génération, elle a les clés de l'utilisation d'Internet et elle sait comment l'utiliser pour arriver à ses fins. Claudine Gélineau, vous pouvez le voir, ça, cette espèce de prise en main d'Internet parfois, pour des mobilisations, mais qui ne sont pas forcément sociales. Bien sûr, bon là c'est plutôt place aux jeunes, mais bien sûr c'est un outil qu'ils maîtrisent et c'est la différence par rapport justement au conflit des générations précédentes. Là les jeunes ont tellement évolué, et c'est ce que je disais, c'est plutôt à nous de s'adapter et donc d'interagir avec eux sur ces réseaux sociaux. On parlait d'anonymat, ce sera la question de conclusion. Même si elle est brève, on finit avec la parole aux jeunes. Oui, mais à quels jeunes? Est-ce qu'on parle à des jeunes anonymes ou est-ce qu'on parle à des jeunes qui ont des noms et des prénoms, soit vous pour les autres, pour les adultes? Qu'est-ce que vous pensez de l'anonymat? Est-ce que en finir avec l'anonymat sur Internet, c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Octave? Je n'ai pas spécifiquement d'avis là-dessus, mais ça te dérange pas? Visiblement. Non, parce qu'au départ, en fait, sur mon compte Twitter et sur mon premier blog Front contre Front, mon pseudo c'était Octave N, donc il y avait à part ceux qui savaient ce que je faisais, personne ne me connaissait véritablement. Et donc ce n'est qu'après, avec le lancement de mon blog sur Libération et puis ma médiatisation entre guillemets, qu'il a fallu que tu mettes un nom. Qu'il a fallu que je mette un nom et que voilà. Marie, Alors moi j'ai un avis très partagé là-dessus. L'anonymat permet quand même de critiquer beaucoup et ça c'est un gros avantage et c'est aussi pour ça qu'on a des personnes sur Twitter qui restent sous anonymat parce que ça permet de garantir leur liberté d'expression et moi je pense que c'est aussi une bonne chose d'avoir ce point de vue là. D'ailleurs moi sur Twitter j'ai pas mis mon nom de famille, c'est bête mais non mais voilà. ça dit aussi quelque chose. Et d'un autre côté je pense que c'est très important d'avoir cette réputation sur Internet et de faire jouer sur le personal branding, ce qu'on appelle le personal branding. Et moi, par exemple, j'ai créé mon blog qui, là, a mon nom, Marie Camier. Et c'est pour ça que je suis partagée entre cette question d'anonymat et en même temps de personal branding. Et je ne sais pas s'il y a un juste milieu. Peut-être que c'est celui-ci. Personal branding, donc, qui est la manière de se valoriser, de créer sa marque. De créer sa marque. Voilà, son nom devient sa marque. Oui, juste pour intervenir par rapport à l'expression qui est facilitée par l'anonymat sur Internet. Moi, je le remarque dans les commentaires sur mon blog, qui est quand même un sujet très sensible entre militants du Front de gauche d'un côté et militants du Front national de l'autre. C'est très sensible comme sujet et d'un moment. Donc forcément, je le remarque que les gens qui ont un avis très tranché, qui ont une opinion très presque parfois extrême, sont des commentateurs anonymes. Oui, c'est ce qui arrive très très souvent dans les forums. Donc ce sont souvent aussi des jeunes, des jeunes qui sont les jeunes qui. J'ai l'impression que les extrêmes s'expriment plus facilement sur la toile que les autres
Avec l'anonymat sans doute, et peut-être Michelino, vous avez un avis sur cette question de l'anonymat? Les jeunes qui participent à la Journée nationale des jeunes sont plutôt les 14-20 ans, donc c'est vrai que c'est plutôt de l'anonymat, mais après c'est de l'expression de soi, c'est qui on est vraiment, et c'est peut-être effectivement plus sous c'est plutôt anonyme. Un jour, je l'ai vu sur le soisjeune.com. D'accord, ou les réactions, enfin en tout cas voilà, exactement. Ils prennent des pseudos, mais de manière. Exactement. Mais est-ce que le pseudo, on conclura par là, c'est pas devenu dans la parole des jeunes sur Internet quelque chose de finalement assez classique, même pas une manière de se déguiser, mais une manière de dire c'est mon double, enfin c'est mon double moi, mais enfin c'est naturel d'avoir un pseudo. Non, Octave? Au départ, oui. Au départ, quand on veut se lancer, je pense que c'est naturel parce qu'on n'a peut-être pas envie. Mais c'est qu'une fois reconnu qu'on peut véritablement avoir un vrai nom, sa vraie personnalité. Oui, on repasse par les médias traditionnels. Le tout, c'est de s'exprimer. Peu importe, pour moi, pour l'instant, c'est de passer le pas et d'y aller et de s'exprimer. Oui, Marie y va aussi doucement, parce que là, ça y est, elle a commencé à prendre son nom, mais sur Twitter, c'est encore sans le nom de famille. Merci à vous tous, merci d'avoir participé à ce V-Voice 2013. C'est terminé. Merci pour vos applaudissements. Merci à vous, merci au public présent, merci à toute l'organisation aussi, parce que c'était du boulot. Merci à Pascal, Barbara, Vincent, Fadila, bien sûr. Merci à tous ceux qui ont commenté, Lolo notamment. Lolo, voilà. Merci à tous d'avoir relayé aussi toutes nos infos. Voilà, toutes ces tables rondes seront disponibles en podcast dans quelques secondes. Pour connaître le programme de cette journée de l'Internet sans crainte, n'hésitez pas à aller sur le site officiel. Et puis, on vous dit au revoir et surfez bien. Salut à tous. Retrouvez toutes les émissions de V-Voice, la web radio de Vivendi, en podcast sur le site internet de la radio.